Bonjour à tous, bienvenue pour l'université, donc 3 heures où on va parler de théorie des langages. Alors vite fait, je vais me présenter, on va faire ça rapidement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au W3C. On s'occupe de faire des standards pour le web, c'est assez marrant. Je suis assez investi dans tout ce qui est Link Data, je ferai un talk là-dessus demain. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ça, mais c'est mon deuxième dada. Mon vrai boulot, c'est en fait de travailler sur un projet interne, dont vous entendrez peut-être parler dans quelques temps en ce cas-là. Et à propos des slides, ces slides-là sont déjà disponibles en ligne sur notre site W3C. Donc un petit peu de background sur ce talk, parce que c'était vraiment bizarre. Donc j'ai vu, OK, Devox, je me dis pourquoi pas, je vais présenter quelque chose. Et pour être sincère, quand j'avais présenté, je m'étais dit ça va intéresser personne, jamais je serai retenu. Et quand je vois qu'il y a des gens dans cette salle, j'ai encore du mal à croire ce qui se passe. Mais je voulais quand même voir s'il y avait une chance de pouvoir parler de ces choses-là. Ce sont des choses que j'adore, ce sont des choses qui sont, à mon avis, assez mal comprises, ou alors, dans beaucoup de cas, sont comprises. Enfin, beaucoup de gens pensent pouvoir les expliquer, mais en fait, manque de mots, manque de concepts pour vraiment désigner les choses par leur nom, parler exactement dans le détail de ce que les choses veulent dire. Et ce que je voudrais, en fait, c'est donner un minimum de base ici aujourd'hui, pour que justement le process d'apprentissage, si vous voulez aller plus loin sur tous ces domaines-là, puisse en fait être beaucoup plus facile. Alors dites-moi si jamais il y a des problèmes de taille, j'ai pas très bien géré les polices. On va essayer de faire ça. Donc vous allez voir, il n'y a pas énormément de code jusqu'à la fin. Et la raison est simple, c'est-à-dire que là sur notre bureau virtuel, j'ai un IMAX qui est prêt. Le but du jeu, c'est que ce soit extrêmement interactif. Donc il faut que vous m'arrêtiez à n'importe quel moment, soit pour que je me mette à coder, soit si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails. Mais s'il n'y a pas d'interaction, je peux vous dire déjà la façon, le format dans lequel j'ai fait cette présentation, ça ne marchera vraiment pas. Donc s'il vous plaît, arrêtez-moi tout le temps, même si c'est pour s'arrêter, même si au bout de 3 heures on est resté sur un sujet, à mon avis ça va être profitable pour tout le monde. Donc ce qui va se passer en réalité, on va passer pas mal de temps à définir les concepts, à jouer avec eux. Et le but du jeu, à la fin, en réalité, ça sera de réussir à faire des va-et-vient entre au moins 2 paradigmes de programmation, on va dire les principaux, qui sont l'objet et le fonctionnel. Et j'espère que je vais vous montrer des trucs assez marrants. Donc à la fin, il y aura du code quoi qu'il arrive. Alors pour commencer, bon, c'est un peu c'est un peu toujours les mêmes choses, c'est un peu toujours difficile de parler de ces choses-là. Je pense que tout le monde ici reconnaît à peu près ces choses-là. Qui pense qu'il est familier avec la totalité des sujets qui sont abordés ici? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez eu la chance de... Oui, il y en a qui sont pas sûrs. Est-ce que je peux lever la main? Est-ce que je vais paraître plus fort que les autres? Non. Donc en réalité, alors, dans mon parcours scolaire, j'ai vraiment une chance incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir toucher à toutes ces choses-là. La dernière philosophie, en fait, c'est depuis que je travaille avec les gens qui font du web, j'ai eu la chance aussi de découvrir ce genre de choses-là. Il y a de très fortes connexions aussi entre computer science et philosophie. On va revenir sur toutes ces choses-là, mais grosso modo, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, lorsqu'on apprend les langages, il est strictement impossible de ne pas en fait passer par toutes ces choses-là. Et vous avez vraiment besoin d'augmenter votre savoir sur tous ces domaines pour pouvoir vraiment comprendre profondément ce que les langages et la programmation sont. Et en fait, si vous faites cet effort-là, après, ça se retranscrira. Enfin, vous allez aussi augmenter votre connaissance dans ces domaines-là. Pourquoi la philosophie? Je voulais juste faire une petite remarque rapidement. On parle vraiment d'abstraction, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'abstraction. Faut bien voir que quand ça a commencé, on était vraiment sur des machines et on avait juste ça. Et petit à petit, en fait, il y a des gens qui ont fait des langages, mais ils savaient pas trop. La plupart du temps, ils savaient pas trop ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient pas prendre de recul.
Et on va voir en étudiant un peu l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il manquait énormément de bases philosophiques et ça commence à revenir et tout ça c'est pour le meilleur des mondes. Donc qu'est-ce que vous pouvez apprendre en fait si vous vous intéressez à la philosophie, que vous voulez l'appliquer à computer science ou même le web ou d'autres choses comme ça? Vous vous intéressez vraiment au sens des choses et à la vérité. C'est vraiment à propos de ça. Il faut vraiment mettre les choses en perspective tout le temps, ne jamais considérer que quelque chose est acquis. Vous pensez connaître quelque chose, mais en fait vous devrez rester humble et accepter le fait qu'en réalité vous n'avez pas forcément compris quelque chose ou que tout simplement la science évolue. Et dans ce domaine-là, elle évolue en fait très très vite. Et donc vous avez besoin de vous mettre à jour, vous avez besoin d'accepter de remettre en cause tout ce que vous connaissez. Et je dirais qu'à partir d'un moment, si vous avez vraiment ça à l'intérieur de vous, ça va devenir une sorte d'automatisme où vous devez systématiquement remettre les choses en question. Pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, en réalité, c'est pas simplement vous. Lorsqu'on programme, on n'est jamais tout seul. Lorsqu'on utilise un langage, on fait partie d'une communauté. Et les gens ne réalisent pas forcément, mais en fait, le processus social qui est autour de la programmation est bien plus important que tout ce que vous avez pu faire à l'école, par exemple, ou le fait que vous soyez dans une entreprise. Enfin, le fait que vous soyez là aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est dire que vous avez une certaine passion à propos de ça. Et en réalité, ça va dessiner, on va voir que ça va vraiment dessiner l'évolution, le succès de certains langages, de la plupart d'entre eux. Et alors, j'essaie de me souvenir pourquoi j'ai mis cette... Oui, parce que même en tant que groupe, il y a des questions auxquelles déjà on se pose pas vraiment la question et les gens ne cherchent même pas à répondre. Et là je m'intéressais à qu'est-ce qu'un meilleur design pour du software ou pour un langage. Donc en réalité, lorsque vous allez être face à la situation d'utiliser un langage, tout ce qui s'offre à vous, le problème, c'est pas juste une solution, c'est que du choix. Et malheureusement, le choix devient toujours plus important. Et on ne sait jamais par où commencer, on est souvent submergé. Enfin, c'est vraiment horrible quand on y pense. Mais en réalité, c'est là que c'est intéressant. On voit une multiplication des langages, on voit une multiplication de beaucoup de choses. Mais si vous savez vous concentrer sur les fondamentaux, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont réellement transposables. Si ce n'est pas le langage lui-même qui va vous l'offrir, ça sera un pattern que vous pourrez implémenter, etc., etc. Et en fait, savoir identifier ces choses-là est peut-être la chose la plus importante. Juste savoir que pas une seule vérité là-dedans. Donc, on va commencer par définir la plupart des choses. Un langage, bon, il y a sûrement plein de définitions. Ça, c'est la mienne. Enfin, il y a beaucoup de définitions ici, vous allez voir, ce sont mes définitions. Si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, ou si vous voulez dire il y a quelque chose qui manque, on est là pour ça, justement, pour échanger là-dessus. Bon, je pense que d'un point de vue spécification, vous savez tous qu'un langage est d'abord défini par la syntaxe qui le caractérise. La première chose que vous allez voir sont des exemples, comment on écrit des bouts de programme dans un langage particulier. Ensuite, vous allez avoir la partie un peu plus compliquée, où ça va partir, ah ouais, alors dans mon langage, et ça, et ça, et ça, et ça. Et la plupart du temps, on espère que vous connaissez déjà ce que ça veut dire, ou que l'exemple qui est donné va réussir à expliquer complètement, et va couvrir complètement la fonctionnalité en fait qui est décrite par un nom. Et une chose en fait que les gens n'imaginent pas vraiment, c'est toute la partie sémantique. C'est-à-dire que très très peu de développeurs, en tout cas beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, je me suis rendu compte, n'avaient pas conscience que lorsqu'ils écrivaient dans un langage, il y avait une sémantique. Comment les choses sont censées se passer une fois que je donne mon programme à la machine, comment les choses se passent, pourquoi, et le fait que ça a été spécifié quelque part dans quelque chose qui s'appelle une sémantique, c'est quelque chose qui est très 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 flou pour beaucoup de gens. Et donc, autour de ça, bien sûr, vous allez retrouver tous les outils autour du langage. Donc là, on parle vraiment d'outils, le compilateur,
l'environnement de runtime et les IDE. Et bien sûr, il y en a énormément d'autres. Oui. On va parler des langages dynamiques plus tard, oui. Mais oui, c'est vrai. Donc, effectivement, ça fait partie des frontières un peu floues dès lors qu'on va parler de statique et dynamique, des choses qui sont... Bon, on peut parler tout de suite de statique et dynamique si vous voulez. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Vous allez voir que mon background est énormément du côté statique en réalité, même si dernièrement, pour certaines raisons, je suis revenu un peu là-dessus. Mais en réalité, énormément de choses qui peuvent se faire alors que le programme n'a jamais été lancé, juste en regardant le code source et en connaissant, en ayant certaines propriétés dessus. Donc ça, c'est toute la partie statique. En réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déplacées assez facilement sur la partie dynamique, c'est-à-dire une fois que le code est vraiment en train d'être exécuté. Et bien sûr, le typage en fait partie. Donc maintenant qu'on a vu que c'était un langage, en réalité, on peut se poser la question, on va descendre un peu dans les concepts. Qu'est-ce qu'un programme? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans un programme? Qu'est-ce qu'on veut exprimer lorsqu'on écrit un programme? Et la plupart du temps, si vous demandez aux gens, on dit je sais pas, j'écris un algorithme, j'écris un calcul, ou alors je parle à la machine. Donc on essaie de regrouper ce terme-là en général sous computation ou calculation. Mais le programme lui-même, il est quand même fait pour interagir avec le monde, quoi qu'il arrive. Donc c'est là que vous avez les inputs et outputs. Quand on parle de input-output, parfois ce sont des choses qui sont un peu sales, c'est-à-dire dans le sens où le programme lui-même n'a pas vraiment de très très bons concepts, enfin est obligé de parler avec des abstractions qui sont en réalité très éloignées de la réalité. C'est souvent un problème. Et la machine est extrêmement présente et dans certains langages, par exemple, le niveau d'abstraction est tel que vous ne voyez plus la machine et ça peut poser certains problèmes. Dans certains langages, la machine est trop présente et ça pose des problèmes complètement différents. Et en réalité, vous pouvez toujours essayer de trouver un langage pour pouvoir, vous savez, jouer avec le curseur, mais ça va aussi dépendre de l'application que vous êtes en train d'écrire. Donc déjà, on voit les limites. Un langage, on peut imaginer, ne sera jamais bon pour toutes les tâches possibles et inimaginables. Alors, question un petit peu philosophique, encore une fois, à quoi s'intéresse-t-on réellement? Le programme qu'on écrit ou vraiment la façon, vraiment son interaction, son impact sur le monde, le résultat qu'il va avoir. Donc en gros, êtes-vous en train de parler à la machine ou êtes-vous en train de décrire quelque chose de haut niveau et vous ne voulez pas trop vous poser la question comment la machine va le faire. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est programmer? Donc on a vu le langage, on a essayé de voir si c'était un programme. Une question? Oui, bien sûr. C'est l'une des choses, oui, c'est vrai, à prendre en compte. J'en parlais un petit peu après dans les interactions sociales. Effectivement. C'est intéressant, j'ai pas mis l'humain dans la boucle dans le slide précédent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait. Je ne sais pas si je suis très humain dans la façon de procéder. Effectivement, donc le rapport à l'humain, lorsque vous parlez d'un langage, c'est un peu relié à ça. C'est qu'est-ce qui va être naturel pour un humain? Comment un humain va parler d'un naturel lorsqu'il va vouloir exprimer des concepts aussi compliqués qu'un programme. Et c'est une question qui revient souvent parce que pendant un moment, par exemple, les chercheurs ont dit « Ah, le cerveau réfléchit de manière logique et donc il faut qu'on utilise les langages logiques, c'est ce qu'il y a de plus naturel, bien sûr, pour pouvoir programmer. » Dans les faits, on s'est rendu compte que les gens n'arrivaient pas très très bien à penser de cette manière-là, en tout cas pour les débutants, et ça n'a pas vraiment percé. Même s'il y a encore des applications où ce style de programmation-là est vraiment intéressant. J'ai été mis face à ces choses-là. J'ai enseigné en fait du Prolog et franchement c'était horrible. Plus jamais. Mais de la même manière, en fait, Object-Oriented, enfin, aujourd'hui, si vous regardez dans le monde de l'industrie, vous faites un snapshot et qu'est-ce que vous regardez? Tout le monde fait de l'orienté objet.
Et je suis pas sûr que les gens se posent la question est-ce que c'est vraiment le modèle qui correspond le mieux à ce qu'ils sont en train de faire. Et on reviendra en détail là-dessus en réalité plus tard. Et tout ce process, tout ce rapport en fait à la façon de programmer, en général ça commence à l'école. Selon le type d'école dans lequel vous êtes retrouvé, j'ai eu la chance de faire à la fois l'université et une école d'ingénieur. Et franchement, les modes de pensée étaient extrêmement différents. Le type de langage qu'on enseignait était extrêmement différent. Et on voyait que les gens étaient extrêmement dogmatiques et ne cherchaient pas vraiment à répondre aux problèmes, et juste à enseigner des langages pour une raison ou pour une autre. Et ça commence à l'école, mais en fait, ça continue dans la vie. C'est-à-dire que le fait que vous évoluez dans une communauté, il peut y avoir un risque que vous allez vous isoler d'autres personnes. Donc, si vous êtes resté trop longtemps avec des gens qui font du Java, il y a des chances que ce cas-là, pour vous, en tant que groupe, vous vouliez le refuser parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui va bouleverser votre quotidien. Mais vrai pour n'importe quel autre langage, en réalité, quel que soit votre background. Et ça va assez loin. En général, c'est carrément du dénigrement. Et c'est vraiment assez intéressant de constater ça parfois. Cela dit, il y a aussi le type de travail et la culture dans laquelle vous évoluez. C'est-à-dire que si vous êtes dans un monde start-up, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment le fait que vous puissiez délivrer très très vite. Et des considérations, par exemple, de relecture, certaines considérations qui peuvent être très très importantes pour le corporate, tout ce qui est SS2I, par exemple. Faire le choix d'un langage tel que Scala ou n'importe quel autre langage assez récent n'a vraiment pas de sens. On veut pouvoir maîtriser ce qui va se passer, même si c'est pas la façon la plus optimale ou la plus sympa d'arriver à un résultat. Et l'exemple extrême, bien sûr, c'est le monde académique où les libertés sont totales, et voire même on vous encourage en réalité à aller voir plus loin. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est lorsque vous cherchez, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de trouver de la recherche, des études qui parlaient de ces phénomènes-là. Quel est le rapport, donc les gens qui font des langages, comment ils interagissent avec leurs développeurs, les communautés, les interroger, est-ce que... Voilà, tout ce processus-là ne se fait pas vraiment. Et en fait, on a assez peu de données sur ces choses-là. Et je ne sais pas si c'est... Et franchement, ça me fait peur, en fait. Quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un problème là. Alors, on peut se poser la question maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes... Oui? Je crois qu'avec Visual Studio, donc dans l'univers .NET, Microsoft, sur les outils de développement, il y a des mécanismes comme dans les outils Office ou des choses comme ça, qui permettent de faire du reporting à l'éditeur, de savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées, etc., comme avec les outils Office. Ça, c'est pour l'aspect... D'accord. Est-ce que les gens, dans le fond, entendent... ok. Donc, si tu veux... Donc, ce que Benoît disait, c'est que a priori, moi je connais pas du tout le monde .NET. .NET fait en fait de la collecte de données pour savoir comment leurs outils sont utilisés, les programmes en particulier. Et dans un talk à Devox, Brian Goetz disait, pour expliquer le fait qu'il choisissait d'envisager de casser la rétrocompatibilité dans certaines versions de Java, ils avaient fait des études sur l'usage de Java sur des projets open source qui étaient disponibles, et ils avaient fait des statistiques et ils regardaient est-ce qu'il y a moins de 0,0000 temps pour 1000 de programmes qui étaient cassés si on cassait telle ou telle incompatibilité. D'accord. Donc le même genre de travaux ont été réalisés dans le monde Java pour savoir si on pouvait retirer, pour avoir un peu une estimation de quelles fonctionnalités sont utilisées et comment, et du coup est-ce qu'on peut les retirer de manière saine ou pas. Ça avait été utilisé dans le cadre du projet Coin. Ok, projet Coin. Ok, donc effectivement, je ne sais pas si on pourrait classifier ça dans le... Enfin, c'est clairement du retour, du feedback. Donc c'était peut-être trop spécifique en fait, mais je pensais peut-être à des résultats un peu plus généraux, justement remonter au niveau des paradigmes. Si on devait dessiner un nouveau langage,
qui soit pas juste pour au début en tout cas, pour des intérêts académiques ou pour répondre à un problème particulier de l'industrie. Et même ça, en réalité, on sait pas trop. On sait pas trop comment faire ce genre de choses-là. Mais oui, ça c'est déjà un bon coup. En fait, par exemple, au W3C, on fait énormément ça pour savoir, on passe à HTML5, qu'est-ce qu'on peut mettre en deprecated dans HTML4 en termes de technologie, alors que c'est déjà utilisé partout. C'est très très compliqué. Hein. En fonction des classes, des statistiques sur les valeurs prises par les classes dans les anciennes pages Ça, je sais pas. Là, je suis pas un spécialiste de ce qui s'est passé, mais je peux en parler plus en ligne d'état. Vous n'avez pas envie de parler de ça maintenant. Je te le promets. Oui. Ça veut peut-être dire que basiquement un langage qui doit évoluer en sachant quels sont tous les codes qui ont été générés et que finalement les langages ils sont nuls actuellement parce que justement ils ne sont pas sur le cloud. Je suis pas sûr que j'ai compris en fait. Au début ça me plaisait, mais après je... Donc là, tu soulèves un problème technique. Mais je pense qu'avant le problème technique, je pense qu'il y a un problème de volonté ou même de compréhension du problème. En général, les gens sont plus dogmatiques et ils ne se posent même pas la question. Ils vont plutôt avoir une approche top-down. Par exemple, je suis un gros fan de Scala, mais tu regardes comment les choses sont introduites dans le langage, tu dis waouh, ça peut faire peur parfois. Et le feedback, même s'il existe, tu dis ok, ça pourrait être beaucoup mieux. Ils essayent en fait de faire ce genre de choses-là, mais en réalité, ça passe très très vite à la trappe pour dire non, il faut qu'on avance. Ce sont des choix. Il y a du pour et du contre, et il n'y a jamais de bonne solution, bien sûr. Moi, ce que je disais juste, c'est pas assez systématique, loin de là. Donc, là, je continue sur la façon de programmer. Si vous demandez, je suis au travail, en réalité, l'acte de coder ne représente, c'est qu'une partie de votre activité. La première chose que vous devez faire, c'est la compréhension du domaine dans lequel vous êtes là. Alors, donc la question après, c'est est-ce que le langage se met dans votre chemin ou est-ce qu'il va vous aider? Avoir une connaissance de la big picture, ça aussi c'est quelque chose. On est juste avant la phase de coding. Et comme tu disais aussi, la phase de maintenance. Est-ce que le langage va me permettre de réutiliser mon code, de le rendre accessible à des personnes qui n'étaient pas du tout là sur le projet avant, ou qui ne connaissaient pas le langage lui-même, etc., etc. Je suis pas sûr en fait que les gens, je suis pas sûr que même moi, avant de vraiment me poser les questions et de lire des choses, par exemple catégoriser ce que je fais la journée, c'était pas quelque chose dont j'avais conscience moi-même. Donc la façon dont tout ça s'est passé d'un point de vue historique maintenant, tout a vraiment commencé lorsqu'on a eu besoin de passer du matériel à du software, et là c'est vraiment un monde d'ingénieurs qui n'avait vraiment pas la science informatique en tant que telle, la science des langages n'existait absolument pas, et pourtant il a fallu commencer à faire des choses. L'assembleur lui-même, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'abstraction, on a voulu regrouper dans des procédures, on a voulu avoir un langage de haut niveau pour l'assembleur, ça a donné le C. On était vraiment dans le monde du hacking, et petit à petit les théoriciens, donc les philosophes, les mathématiciens pour l'essentiel, se sont réappropriés en réalité toutes ces choses-là, mais avec des considérations extrêmement différentes. Là où avant on était guidé par le besoin, maintenant ces gens-là en fait ont voulu mettre des langages formels, des formalismes très très poussés partout, qui n'ont pas forcément été parfaits d'un point de vue adoption des langages qui ont été développés après ça. Dans les faits, bien sûr, et heureusement, ça marche plutôt bien là, je pense, à mon avis. Aujourd'hui, on a vraiment un va-et-vient entre ces deux mondes, et pour le meilleur des mondes. Donc c'est une plutôt longue introduction sur l'aspect social. Maintenant, on peut se poser la question sur qu'est-ce que ça veut dire et comment, quelles considérations on va prendre en compte pour faire un langage. Et il y a je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, donc qui est peut-être, il est considéré comme l'un des pères de l'informatique aujourd'hui. Il a formalisé énormément de choses.
Et donc voilà les 5 termes en réalité: simplicité, sécurité, translation, j'ai du mal à la traduction rapide, la génération de code efficace et la capacité de lire sont les points les plus importants. On va revenir dessus. Donc simplicité est en fait un concept extrêmement important parce que le contraire de simplicité, ça va pas être complexe, ça va être difficile. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation de Rich Hickey, l'inventeur de Clojure, qui parle en fait du problème justement de l'utilisation des mots complexes et difficiles à des endroits où c'est pas la bonne chose. Et en fait, Hoare avait déjà une très bonne compréhension de cette chose-là, et il décrivait très très bien la simplicité, c'est-à-dire vraiment c'est quelque chose de subjectif mais qui est vraiment important. Les choses doivent être simples, pas compliquées à comprendre. Et bien sûr ici la syntaxe joue un rôle prédominant. Donc par exemple pendant longtemps les académiciens qui sortaient des langages se posaient pas vraiment la question et disaient la syntaxe c'est juste de l'habillage, seule la sémantique compte vraiment. D'un point de vue social, c'est absolument faux. Heureusement. Oui. Je ne prends pas ça pour une attaque contre Scala, mais Scala a un petit nombre d'instructions, pareil Java, et pourtant c'est perçu par les javaïstes surtout comme quelque chose de complexe. Ouais, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Donc la remarque était justement sur Scala, et en fait je vais revenir en fait sur le cas particulier de Scala, poser la question: est-ce que Scala est réellement complexe ou difficile? Bon, déjà je pense que beaucoup de gens ont utilisé les termes de manière complètement interchangeable. Beaucoup de gens, enfin il y a aussi une complexité, il y a une difficulté inhérente dans Scala, à cause du fait qu'il y a quand même énormément de concepts et on ne sait pas vraiment comment les combiner. C'est-à-dire que Scala est très complexe. Non, mais c'est vraiment fait pour en réalité. Mais les concepts sont extrêmement isolés. Effectivement, donc pour quelqu'un qui comprend bien la différence entre complexe et difficile, Scala n'est pas forcément difficile, mais il est certainement complexe. Après, la perception que les gens en ont, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense que les gens passent juste pas assez de temps et sont encore dans... Est-ce que la difficulté, c'est pas justement plusieurs façons d'écrire dans ce cas-là, à nous choisir? Alors ça, c'est un truc que j'entends souvent. Quand je demande aux gens de m'expliquer ce qu'ils entendent par « il y a plusieurs façons d'écrire la même chose », je me rends compte qu'en fait, ce qu'ils écrivent sont toujours des choses différentes. Mais ça fait partie des choses que j'entends encore et à chaque fois que je demande, ça ne marche pas. Il y a toujours un problème. Pour arriver à un but, en fait, il y a plusieurs façons d'écrire, mais de façon différente. Mais c'est vrai dans n'importe quel langage. Enfin, il n'y a pas il y a rien de particulier à ce cas-là qui donnerait ça. En fait, je sais pas si dans ton concept, tu parlais de modèle mental. Je pense que le problème de ce cas-là, c'est que tu as deux univers qui se rencontrent. Ceux qui ont le modèle mental fonctionnel, qui vont coder d'une certaine manière, et d'autres qui ont le modèle mental de l'objet, et qui vont coder d'une autre manière. Et je pense que ces deux mondes-là ont vraiment du mal à communiquer. C'est pour ça que le développeur Java, qui voit un code Scala écrit par quelqu'un qui a fait du Haskell avant, trouve ça difficile. Donc le commentaire, je répète, hein, le commentaire concerne on est encore en train de parler de Scala et du fait qu'il y a deux gros modèles de pensée, deux gros modèles mentaux mentaux, je sais pas, qui vivent en même temps le fonctionnel et l'objet. Et du coup, ça peut introduire des problèmes. Je pense qu'en réalité, les deux concepts se marient très très bien dans le cas de Scala et c'est vraiment une réussite. Et là encore, il y a un problème de formation qui fait qu'effectivement, quelqu'un qui aurait écrit du code de manière purement fonctionnelle et qui va le montrer à quelqu'un qui a un background très Java, très impératif sur la façon de penser, effectivement, ne veut pas comprendre. Mais oui, il n'y a pas de magie. Tu prends quelqu'un... J'essaie de trouver un équivalent, mais même à l'intérieur d'un langage, lorsque tu compares les philosophies qui sont derrière certains frameworks pour faire des choses qui sont à peu près équivalentes, tu prends quelqu'un qui n'est pas habitué à un framework, tu le mets devant, dis mais je comprends rien, ça va être pareil. Mais il y a toujours une phase d'apprentissage et je pense que les gens ne veulent pas l'accepter et du coup il est plus facile de dénigrer que de vraiment essayer d'évoluer. C'est mon avis, hein,
donc justement, pour combattre, c'est vraiment ça l'un des seuls les plus importants ce soir, l'orthogonalité et la complexité. Le fait que tous ces concepts, en réalité, vivent de manière toute indépendants et sont en relation les uns avec les autres, et c'est la façon de les recomposer qui va vraiment faire toute la différence. Et effectivement, pour Hoare, l'une des choses les plus importantes, c'est il doit y avoir un moyen simple. Ça, c'est vraiment le motto Python en réalité. Il devrait y avoir qu'une façon intuitive de faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, effectivement, je ne sais pas si dans ce cas-là, cette question-là, en fait, va dans la bonne direction. Peut-être pour la remarque où il y a deux gros modèles de grosses façons de faire. Et donc, c'était là que j'avais prévu de parler de ce cas-là, complexe ou difficile. Mais on l'a déjà traité. Donc, d'un point de vue... donc, une autre considération qui va peut-être faire crier... Enfin, Hoare n'était pas vraiment un fan des langages dynamiques. Et pour lui, la sécurité passait par en fait, du typage et toutes ces choses-là. Et avait déjà la notion de catégoriser les programmes qui étaient corrects. Bon, je suis assez d'accord, mais je pense que ma formation joue beaucoup là-dedans. La correction en fait des programmes qui sont autorisés, que vous êtes autorisé à écrire dans un langage donné est aussi une composante très très importante. Et enfin, donc on avait parlé, la capacité de rire un programme. Donc pour les gens qui font du Perl, vous inversez juste les mots en haut. Non, c'est pas sympa ça. J'ai jamais été capable de vraiment lire le code Perl de mes collègues. Effectivement, on se posait la question, la relation entre la syntaxe et la maintenabilité du code que vous écrivez. Et relié à tout ça, je pense que ça se répète un peu. Bon, ça se répète un peu, je vais avancer. La modularité, donc le fait que vous puissiez penser en termes d'abstraction, c'est aussi une raison pour laquelle c'est extrêmement important, parce qu'en réalité, vous voulez, au niveau de votre code, donc c'est pas le langage lui-même, c'est juste la capacité du langage à vous permettre de parler en termes d'abstraction. Vous voulez quand même être capable de toutes les recombiner d'une manière simple et élégante. Et c'est ce qu'on appelle la modularité. C'est extrêmement important pour les trucs que je mets en bas, la compilation par module, le debugging, être capable d'avoir exprimé quelque chose de manière indépendante et de lui donner du sens et de pouvoir l'exécuter de manière par rapport aux autres. Donc le test unitaire, ces choses-là, très importantes. J'ai parlé d'abstraction. Une autre considération qu'il faut avoir, est-ce que le langage que vous utilisez, en réalité, façonne votre façon de résoudre les problèmes? Alors là, c'est marrant, j'ai trouvé quelques études là-dessus et qui sont assez contradictoires les unes des autres. Donc il y a des gens qui arrivent à prouver qu'effectivement, les bons développeurs vont en fait passer beaucoup plus de temps de toute façon dans les phases plus de design de l'application, et après vont juste projeter leur solution dans du code, quel que soit le langage, et ils vont juste adapter au paradigme qui est là. Et d'autres personnes sont arrivées à la conclusion que non, en fait, le fait que, par exemple, vous pensiez de manière statique, par exemple, vous allez résoudre les problèmes d'une manière complètement différente de ceux qui font des langages dynamiques. Donc pas de réel... Pardon? C'est pas contradictoire. Je sais pas. On sait qu'on va utiliser a priori dans un contexte plutôt tel langage, et du coup on va avoir tel construct et telle possibilité, telles abstractions à notre disposition. Du coup, on va utiliser plutôt ce qui est à notre disposition, mais on va quand même passer plus de temps dans la conception que dans la compréhension. Oui, tu veux dire, il y a... Je pense que tout le
tout le monde va avoir envie de dire ça. Moi aussi, j'ai envie de dire qu'en fait, je passe beaucoup de temps dans le design, je suis pas trop modelé par le langage, mais je me rends compte que quand même le langage a une influence dans mes choix. Peut-être que c'est juste ça la réponse. Les études étaient beaucoup plus catégoriques en réalité sur les résultats. Et je sais pas trop pourquoi, mais c'est ce qui en ressortait. Les années étaient très différentes. Ce sont plutôt des vieilles études aussi. J'ai rien trouvé de très très neuf là-dessus. Je pense que ton programme va te faire structurer ta pensée. Parce que tu vas travailler et évoluer dessus. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas capable de prendre de l'abstraction derrière. Je pense que c'est quelque chose de dynamique. Ce qui fait que tu as des difficultés pour passer d'un langage à un autre quand tu es trop dedans. Ce que tu as dit au début d'ailleurs. Quand tu as passé tout ton temps à faire de l'objet, tu passes au fonctionnel, tu as l'exercice difficile. Un exercice simple parce que justement, tu essaies de prendre de l'abstraction, de prendre de la distance. Mais un exercice difficile. Plutôt d'accord. Je ne sais pas de quand datent les études, mais à une certaine époque, on n'avait pas. Maintenant, on a l'habitude effectivement de faire, comme dit Charles, de maqueter, de faire des essais, de revenir, d'itérer, etc. À une certaine époque, le temps d'ordinateur, on l'avait pas à disposition. Il fallait préparer une carte perforée, réfléchir à l'avance. C'est vrai, non, c'était pas aussi vieux que ça quand même. C'est un peu obligatoire de passer beaucoup de temps à. Non, mais moi, je prends mon cas particulier où je parlais justement du dynamique. Je faisais allusion très précisément, par exemple, à l'utilisation d'AK, qui est en réalité, même, je fais du Scala et de l'AK, et en réalité, AK est une vision extrêmement dynamique de ce qu'est le monde objet. Et il y a en fait une souplesse qui est là-dedans, qui a fait que l'application telle qu'elle a été pensée au début et l'application telle qu'elle est maintenant, où on utilise AK vraiment dans son... comment dire, de façon idiomatique en réalité, et tu te mets à penser de manière idiomatique, et le design en fait vole en éclats. Et donc du coup, moi je me suis retrouvé vraiment dans le cas où en réalité l'outil a énormément influencé mon design, alors que je pensais que le design était déjà bon au départ. Donc c'est pour ça, je pense que je suis plutôt du camp quand même des gens qui disent ok, on essaye de faire la partie design, mais à la fin c'est l'outil qui gagne, parce que faut sortir quelque chose et tu essaies de faire comme les autres, et tu essaies de faire comme le framework, le langage te conseille de le faire ou t'incite à le faire. Je pense qu'on n'est pas capable d'encoder toutes les abstractions qu'on veut, ou alors elles sont pas naturelles, et du coup on retombe toujours dans le travers de ok, je suis obligé de faire les choses de cette façon-là. Bon. Donc juste, c'est deux citations encore de voir juste l'idée de, on veut vraiment faire passer du sens. Le langage, c'est vraiment la façon de faire passer le sens qui existe dans votre programme. Non, maintenant on va passer à des choses un peu plus techniques. Je pense, donc ça, bon, une définition pour paradigme. Effectivement, c'est le fait de se mettre d'accord sur un certain nombre de concepts, et si vous atteignez une certaine masse critique, vous pouvez enfin appeler ça un paradigme. C'est pas quelque chose qui est top-down en réalité. Donc la programmation impérative, une façon de penser, donc une façon très très proche de la machine. Je ne sais pas comment traduire statement en réalité en français. Instruction, c'est la traduction. D'accord. Donc vous pensez en termes d'instruction et vous parlez à la machine. En réalité, vous avez quand même un accès assez bas niveau. Le style de programmation qui en ressort est ce qu'on appelle procédural. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'orienté objet, mais en fait, on va s'apercevoir que l'orienté objet est une notion plutôt orthogonale à la programmation impérative. Et par contre, c'est exactement tout ce qu'on trouve dans le scripting. Donc en termes de procédural, vous avez accès... Oui. Réellement, c'est pas ce qui exécute la machine. Ce qui exécute une sorte de machine abstraite qu'on a dans la tête. Oui. Moi, quand j'entends ça, j'entends... Non, je suis d'accord. C'est-à-dire... Il y a quand même la machine. Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'enseigner, par exemple, du C à des étudiants, mais tu... Ouais. Oui, mais
Mais voilà, mais c'est exactement le même genre de choses là. Mais tu as beau en avoir enfin, ton niveau d'abstraction est quand même très très bas et tu sais que tu es en train de parler de zone mémoire, tu sais que tu es en train de parler de pointeurs d'exécution, tu sais que tu es en train de parler de piles et de stack. Tous ces domaines-là, pour moi, sont quand même déjà très très bas niveau. Bon, ben ok, mais c'est très très bas niveau. Pour moi, je suis déjà au niveau de la machine quand je parle de ça. C'est pas la machine elle-même, c'est vrai. Oui, on parle plus maintenant directement à la machine. Enfin, il y a que les fous qui font ça, mais même les gens qui programment sur microcontrôleurs ou des choses comme ça utilisent des langages d'assemblage de haut niveau, on va dire. Est-ce que ce qui caractérise le plus ces modèles-là, c'est pas l'aspect séquentiel? Parce qu'il y a le temps et on maîtrise le temps. L'aspect séquentiel et la maîtrise du temps. La maîtrise du temps, c'est de plus en plus faux parce que les processeurs maintenant font tellement de choses dans ton dos que tu n'es même pas sûr de ça. L'aspect séquentiel, intellectuellement, oui, effectivement, ouais. Mais ça, c'est parce que la machine t'impose de penser comme ça. La machine, ton programme va être traduit en une suite d'instructions, il y a un pointeur qui va avancer et ça va correspondre grosso modo aux lignes de ton programme. Donc oui, effectivement, c'est la façon dont la machine fonctionne, ou son abstraction. Tout à fait. Donc ouais, comme je disais, la programmation orientée objet, en réalité, c'est un concept qui est quand même assez différent. Les gens se disent, ah oui, c'est juste une couche au-dessus du procédural. En fait, non, parce qu'on peut faire vraiment de l'objet dans un monde fonctionnel. Il n'y a absolument aucun problème. Les concepts ne sont pas du tout en porte-à-faux. Et je vais passer à la question. Scripting, essayer de décrire un peu ce que c'était le scripting. Là, je savais vraiment, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. En général, et là, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont pas être d'accord. La façon dont moi je le vois, c'est très souvent, ça démarre comme un langage assez spécifique, peut-être même un DSL, qui va décider en réalité de devenir un peu plus généraliste et d'être Turing complet, de faire énormément de choses, d'avoir une API, une API standard, etc., etc. Et ça donne les langages qu'on appelle les langages scripting. Et souvent, on fait l'amalgame avec les langages dynamiques. Personnellement, je vois pas très bien la différence. Et souvent aussi, lorsque ça commence, l'environnement est beaucoup plus simple à appréhender. Et on le connaît. Tout ça à opposer quand même avec la programmation dans un style plus déclaratif, où on va s'abstraire maintenant énormément de la machine. On ne va pas dire à la machine ce qu'elle doit faire, mais on va décrire ce qu'on veut. Très différent. Donc bien sûr, le style fonctionnel, programmation logique, et il y a encore d'autres systèmes. Alors, on peut considérer que SQL, par exemple, on est un autre exemple. Donc la programmation logique, je sais pas si j'ai mis un exemple. En réalité, l'exemple qui est ici, je parle déjà de Datalog. Et je suis assez content d'avoir vu, donc je ne sais pas si vous avez vu Datomic qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est justement un moteur Datalog. Donc ça concerne les bases de données. J'espère que ce style de programmation va revenir. Une fois que vous avez goûté à ça, vous ne voulez plus faire de SQL. C'est tellement simple, tellement puissant. La sémantique justement du langage est tellement bien définie que j'espère que les gens vont en faire un peu plus. Et juste pour info, vous avez le même pouvoir expressionnel que dans SQL. C'est le même genre de théorie qui est derrière. Donc en termes de langage lui-même, comment on fait pour décrire un langage? On commence par la syntaxe, c'est-à-dire on est obligé de donner un parseur et on est obligé de définir une grammaire. La sémantique associée au langage, bien souvent, c'est pas bien souvent, c'est soit il y a un compilateur, soit il y a un interpréteur, soit il y a les deux. Et la propriété que vous voulez, et qui est extrêmement importante, c'est que la sémantique de votre langage et la sémantique du langage vers lequel va être compilé vont être exactement les mêmes. Vous voulez préserver la sémantique. C'est la propriété la plus importante que doit vérifier un compilateur. Si le compilateur ne garantit pas ça, vous entrez dans un monde où finalement vous n'êtes jamais sûr que votre programme va s'exécuter comme vous le voulez. C'est un domaine de recherche qui est
extrêmement important et extrêmement passionnant aussi. Et bien sûr, vous êtes obligé de définir un runtime. Les gens, donc justement, le runtime, pour moi, l'exemple ultime, c'est vraiment la JVM, où tout le modèle est extrêmement bien décrit, et du coup, vous êtes vraiment dans un monde assez idéal, où vous pouvez avoir des implémentations qui sont en compétition, mais qui suivent un standard, avoir un modèle qui soit assez simple pour que le développeur, même moyen, même si j'aime pas trop le terme, soit capable en fait de pouvoir se référer à quelque chose qu'il comprend. Donc définir le runtime est vraiment quelque chose qui est important, et moi je suis bien content de travailler sur la JVM rien que pour ça. Et ensuite, alors ça sont des questions, j'ai jamais réussi à trouver de réponse complète. Est-ce que par exemple la bibliothèque standard fait partie du langage ou non? En général, ce sont des concepts qui sont donc c'est du code. On pourrait très bien vous dire en fait vous pouvez ramener ce bout de code, le télécharger, vous le rajouter dans votre programme et ça reviendrait un peu au même. Là on vous dit non, ça sera toujours là, et du coup est-ce que c'est vraiment langage, est-ce que c'est en dehors du langage? Je ne sais pas. Les frameworks, vous êtes en Java, oui pardon, une question? Non, alors les deux langages ont des modèles effectivement d'exécution différents, etc., etc. La vraie question, c'est un programme écrit dans l'un, est-ce que je peux transformer dans un programme dans l'autre, et tel que l'exécution soit la même? Et la question, c'est est-ce que ça marche pour tout programme que je donnerai au compilateur? Et en réalité, c'est possible. Par exemple, les gens qui s'occupent qui s'intéressent à ça, vont commencer avec un langage comme un sous-ensemble de Camel, qui est un langage fonctionnel. On dire on va être intéressé pour le transformer en un sous-ensemble de C qu'on comprend très bien. Donc tu vois, on est dans des mondes très très différents. Mais à la fin, on est capable de voir, ok, est-ce que n'importe quel programme qui sera passé au compilateur va recracher un autre programme tel que l'exécution soit exactement la même. Alors il y a des gens qui font ça de manière formelle, il y a des gens qui font ça, ça a l'air de marcher, ma test suite elle passe. Bon, il y a plein d'approches. Je travaillais là-dedans avant, c'était assez rigolo. Oui. Justement, pour revenir sur Scala et ses particularités, et justement le rapport entre les constructs du langage, enfin pas les constructs, les instructions du langage dont le nombre est assez faible, et la librairie standard qui en fait est relativement faible sur l'aspect justement qui, dans ce cas-là, permet de rajouter, d'émuler le fait de rajouter des mots-clés et de modifier le langage. Et moi, j'ai le sens que une des deux raisons qui font que le Scala est considéré un peu comme Perl, comme un read-only ou un root, c'est qu'il y a des gens qui rajoutent des librairies qui sont justement pas standards et qui modifient le langage. Exemple AK, tout dépend. Et que du coup, si on ne connaît pas cette librairie, on ne comprend pas, on ne sait pas lire le code. Je vais essayer de répéter aussi. Alors ça c'est différent. Donc ce à quoi Benoît faisait référence, c'était justement le sens même de Scala, Scalable Language, où vous avez la possibilité de décrire de manière de très très haut niveau en réalité des concepts dans le langage, à tel point que vous avez quasiment vous pouvez donner l'impression, enfin même non, c'est pas ça, vous donnez l'impression que vous avez créé des concepts primaires et primordiaux dans le langage, et forcément lorsque quelqu'un se retrouve là-devant, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est non standard, que je connais pas, mais qui pourtant a vraiment la tête de quelque chose de très très comment dire, voilà, de natif. Je suis assez d'accord. Je me suis retrouvé parfois dans des cas où c'était pas forcément évident au premier abord, mais bon, je sais pas, on apprend. Je pense que c'est vrai d'une certaine manière.
les interactions n'ont jamais été prévues. Les interactions... Basiquement, quand on a des features, si elles sont orthogonales, on n'a aucun problème. Dans un langage, on peut garantir, normalement, justement, c'est un du boulot du designer du langage, qui est de garantir que les interactions vont être les plus faibles possibles. Pour pas éviter que ce soit le bazar. Le problème, c'est que si on a un langage qui est extensible, justement, on peut rajouter des fonctionnalités, en fait, dans le langage. On n'aura aucune garantie que deux fonctionnalités rajoutées ne vont pas avoir des interactions. Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités, c'est plutôt, tu donnes, ouais, c'est plutôt, là, donc là, tu réponds à la question en disant Standard Library fait vraiment partie du langage, et du coup, dès que tu fais des choses qui sont à contresens de l'esprit qui est justement donné à la Standard Library, ok, je devrais faire remonter, je suis d'accord maintenant, je pourrais faire remonter Standard Library dans les aspects inhérents au langage. Alors du coup, on peut se poser la question exactement pour les frameworks. Pour les gens qui, pendant longtemps, les gens qui faisaient du Java, XML faisait juste partie de Java. Bon. Et la partie standardisation aussi, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que le fait de standardiser un langage, enfin, quelle est l'influence, quelle est l'interaction avec le langage lui-même? J'ai pas vraiment de... Ouais. Je suis aussi d'avis que la standard library, c'est quelque chose de fondamental pour un langage. Et dans les années 97, 98, etc., c'est une des choses qui a fait décoller Java, c'est le fait d'avoir la standard library avec elle. Parce que en C, il fallait se continuer, soit redévelopper, soit payer des librairies dont les codes d'utilisation changeaient de l'une à l'autre. Oui, c'est vrai. Enfin, il suffit de voir la plupart des gens qui décrivent Scala en disant c'est super, ils disent regardez l'API collection. Et avant même de parler des concepts un peu plus évolués. Je vais essayer d'accélérer un peu sur certaines parties qui, à mon avis, sont assez intuitives pour beaucoup de gens. La partie parsing, c'est vraiment, je pars du texte brut et je vais vers une abstraction du programme qu'on appelle un arbre de syntaxe abstraite, AST en anglais. Et vous avez des outils pour faire ça, vous n'êtes plus obligé de le coder à la main, toutes ces choses-là. Donc vous avez des DSL, Lex et Yak pour partie... donc ce sont juste deux outils mis bout à bout qui vont répondre à ce genre de problématiques, qui ont été bien sûr adaptés dans la plupart des langages. Et une autre approche assez intéressante qui dit, ok, j'ai pas besoin forcément d'avoir un programme à l'extérieur, mais j'ai un DSL qui est embarqué dans mon langage, qui me permettent de parser. Donc il y a une théorie aussi derrière, ça s'appelle les parseurs combinators. Si vous ne connaissez pas, vous devriez regarder. Ça vaut un talk en entier en réalité. La grammaire formelle, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir à quoi ça travaille, c'est une structure de données toute bête qui ressemble à un arbre où les nœuds correspondent au concept du langage et les fils correspondent au sous-ensemble des expressions qui sont parsées. Alors pour l'info, pendant longtemps, quand j'avais commencé BNF, ça voulait dire Bacchus Normal Form. Après, il y a des gens qui m'ont dit que c'était Bacchus Norm Form à cause d'un autre mec qui avait travaillé dessus. Et il semblerait qu'en réalité, c'est bien Bacchus Normal Form, pour ceux que ça intéresse. Et là, j'en ai un exemple qui est pas un exemple concret, mais bon, qui peut faire comprendre un peu de quoi je parle lorsqu'on parle d'un arbre de syntaxe abstraite à la fin. Et pour décrire la sémantique, on se posait la question comment fait-on, quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour parler de la sémantique langage. Les trois principaux ne sont pas les seuls. Donc c'est dénotationnel, opérationnel et axiomatique. On ne peut pas forcément utiliser les trois à chaque fois, et ça dépend aussi des propriétés dans lesquelles vous êtes intéressé. La sémantique dénotationnelle, c'est être l'idée de dénoter les concepts du langage dans des objets mathématiques qui sont bien définis et qui ont un sens. Vous parlez pour des cycles, par exemple. Cette dénotation sera dans le monde des sets, des ensembles. Merci. Et avec toute la sémantique sur les ensembles pour l'union, l'intersection, la projection, etc. etc. Donc ça, c'est un exemple. La sémantique opérationnelle décrit beaucoup plus
La partie exécution, donc c'est souvent on va parler de sémantique pas à pas, grand pas, etc., etc. Donc c'est vraiment pour dire, ok, je suis là et qu'est-ce que je fais après. C'est pas forcément c'est pas forcément, on n'est pas forcément en train de faire de l'impératif, mais on est en train de décrire quand même une suite d'états que le programme va prendre, qu'un programme va prendre. En général, il s'exprime sous forme de réécriture de programme. Et la sémantique axiomatique a pris en gros ses racines, a complètement pris ses racines dans le monde de la logique, et on est beaucoup plus dans l'idée d'exprimer des invariants, des préconditions et des post-conditions qui vont pouvoir être associés à un programme. Là, je vais essayer d'aller vite. Là aussi, j'espère que j'enfonce des portes ouvertes. Au niveau des variables, bon déjà, est-ce que tout le monde ici est capable de faire la différence entre une variable et une valeur? Il y en a une qui est variable et l'autre qui ne l'est pas. Non, sans blague. C'est-à-dire, on peut pas réassigner quelque chose qui serait une valeur. La variable, oui. Les concepts aussi intéressants, c'est est-ce que l'assignement se fait par valeur ou par référence? Ça, j'imagine que tout le monde est familier avec ce genre de concept. Et une autre question, vu qu'on est dans le monde des valeurs et des variables, que sont les fonctions? Est-ce qu'elles appartiennent à un monde différent, ou est-ce qu'elles font aussi partie du monde des valeurs qui, au même titre que n'importe quelle valeur dans le langage? Ça dépend des langages. Et dans le langage fonctionnel, justement, c'est l'une des distinctions. Les fonctions vont être une valeur à part entière. Oui. C'est juste la seule différence, ça va être la capacité à réassigner. Lazy Evaluation, j'avais envie d'en parler rapidement, c'est quelque chose qui est absolument pas présent en Java, et souvent en réalité pour certaines structures de données, on essaye de faire des choses un peu équivalentes, souvent mal, c'est-à-dire pouvoir repousser dans le temps l'exécution du code qui est derrière, l'exécution du code ou d'une expression qui est derrière une variable. Et c'est ce qu'on appelle lazy evaluation. Bon, c'est un pattern, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y a un pattern dans Java, par exemple, pour faire ce genre de choses-là. Ça prend 15 millions de lignes. Dans un langage comme Scala, mais c'est loin d'être le seul, vous pouvez décider, c'est à la carte, d'être lazy. Dans des langages comme Haskell, vous n'avez juste pas le choix. Vous n'avez juste pas le choix, vous êtes lazy par défaut. Et pour ne pas être lazy, c'est extrêmement compliqué. Donc là, dans ce petit bout de code-là, en réalité, la variable computation, je dis OK, tu me la donnes, mais en réalité, c'est que lorsque j'en aurai besoin que je vais vraiment exécuter le code. Et du coup, ça me permet d'écrire de manière très simple, par exemple, un petit bout de code qui va regarder combien de temps ça prend pour la computation de s'exécuter. Et donc justement, c'est un gros problème. Oui. Ouais. Oui. Mais tu mettrais ça là-dedans? Mm-hmm. Si on regarde l'initialisation de tout ce qui est des variables constantes avec l'équivalent des statiques en Java, c'est aussi des mains. Donc juste un pas après. C'est vrai. Mais je pense que c'est propre à Java et que c'est un truc qui est source d'erreur en plus. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose de le mettre dans le panier. Mais je suis d'accord. Non, mais techniquement, c'est clairement dans le monde du lazy, mais je ne vais pas généraliser sur les statiques de Java par rapport aux class loaders, etc. etc. Mais dans les faits, en réalité, ça apporte beaucoup de flexibilité davantage d'être lazy. Le fait que ce soit une obligation, ça apporte énormément de problèmes. Le plus connu est le space leak. En pratique, j'utilise beaucoup les lazy en ce cas-là. J'ai jamais eu de problème de space leak qui soit relié à ça. Donc je comprends pas vraiment. Pour être honnête, je ne comprends pas exactement comment on peut avoir des space leaks lorsqu'on est dans du lazy par défaut, mais a priori c'est quelque chose qui revient souvent. Donc bon à savoir. Et relié au monde... Oui.
Bah justement, je sais pas exactement. Je saurais pas le décrire. Je sais même pas comment le produire, mais je sais que c'est un problème qui revient souvent pour les gens qui font de la scale. Et que tu calcules des valeurs dessus, comme par exemple la taille de ta liste, ce genre de choses-là. Si tu es en visite, tu vas garder toute ta liste, alors que tu aurais pu précalculer des tailles intermédiaires. Donc tu vas péter ta mémoire avant d'avoir fait le calcul. Comme tu as attendu trop longtemps pour faire le calcul, en fait, Oh. une structure de données qui est trop grosse. Oh wow. Ok. Je suis pas sûr que je pourrais leur expliquer dans la seconde, mais je crois que j'ai compris à peu près. Mutability et immutability. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté ce matin au talk de José. C'était assez intéressant où il parlait de la parallélisation. Et il y a un truc qu'il a pas vraiment dit. C'était oui, quand vous faites ce genre de truc-là, que vous jouez avec AK par exemple, il faut être immutable. En réalité, il n'y a rien qui vous aide à l'être. Il n'y a rien qui vous oblige à l'être, alors que à cet endroit-là, spécifiquement, vous avez besoin de l'être. Si vous ne l'êtes pas, vous rentrez dans un monde d'incertitude et ça va très très mal se passer. Donc du coup, quels sont les supports dans les langages pour faire l'immutable? Bon, ben déjà, vous pouvez le faire par convention ou juste par convention en disant voici ma structure de données et je n'offre aucun moyen de modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Du coup, c'est immutable parce que vous avez décidé de le faire comme ça. Mais parfois, en fait, ça peut être juste parce que le langage est comme ça. Vous n'avez pas le choix, tout est immutable. Vous prenez closure, bon ben voilà, vous êtes dans un monde qui est complètement immutable. Du coup, vous êtes obligé de faire les choses de façon très différente. J'espère que vous savez comment le faire dans votre langage. C'est vraiment un concept très important. Donc du coup, quand on parlait des vals tout à l'heure, le fait qu'on puisse pas réassigner, ça suffit pas pour faire, ça suffit pas en gros pour rendre une valeur comme étant immutable. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc tous les pointeurs, en gros de manière un peu récursive, sont eux-mêmes des trucs qu'on ne peut pas changer. Et du coup, la question qui revient souvent, et c'est assez agréable de voir des bons développeurs qui comprennent ces concepts-là, qui disent « Ah ouais, mais si je suis immutable, ça veut dire que je dois recréer des objets à chaque fois que je veux avoir une modification, d'une certaine manière. » Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement lorsqu'on fait de la programmation fonctionnelle. On se dit « Ok, il faut que je sois immutable le plus souvent, mais j'ai pas envie de recréer de manière complètement inutile, en gros, tous mes objets. » Et ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on va partager les structures de données. Donc là, c'est un exemple rapide d'une fonction concaténation. J'ai deux listes, je récupère une troisième liste qui est la concaténation des deux listes. Donc si ça c'est mon point, si ça c'est mes données en entrée, la liste XS et YS, que je demande à faire la concaténation. Donc le programme qui a été écrit, c'est grosso modo, je parcours la première liste de manière récursive jusqu'à ce que j'obtienne la fin. Et en parcourant, en gros, je construis la liste de concaténation. Lorsque je suis arrivé à la fin, je branche la deuxième liste. Et donc du coup, en mémoire, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça veut dire que XS n'a pas été changé, je l'ai parcouru. En même temps que je la parcourais, je faisais ma copie, c'est le ZS. Je suis arrivé à la fin, j'ai juste enchaîné. Et le fait que j'ai chaîné, je suis en train de partager. Donc dans les faits, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer avec XS? Ben, ça dépend. Bon, déjà, il y a une propriété qui est extrêmement utile, c'est que vous pouvez garder un pointeur dessus, continuer à l'utiliser, et vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun souci. C'est-à-dire que la nouvelle structure ne vient pas l'embêter. Et si vous en avez fini avec elle, vous pouvez donner ça, enfin vous pouvez, le garbage collector va passer derrière et nettoyer tout ça. Ça se passe plutôt bien. Dans la pratique, en réalité, il y a énormément, enfin toutes les structures données que vous connaissez qui sont mutables, vous êtes très très habitués avec ça, ont leur pendant dans le monde immutable. Il y a des façons il y a des façons très 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 efficaces de les implémenter. C'est l'une des choses de la bibliothèque des collections dans ce cas-là qui est souvent remise en avant. Et le livre de référence que je n'ai en fait jamais lu, c'est Chris Okazaki, Purely Functional Data Structure. Mais c'est ce que tout le monde cite. Peut-être que j'aille regarder un jour. Superbe transition pour la programmation fonctionnelle. J'ai assisté 2 fois à la présentation de Runar. Oui. Sur le lien entre le fait de pouvoir utiliser des structures immutables dans un contexte
On n'a pas forcément envie d'être fonctionnel partout. Et l'aspect garbage collection, récemment, il y a quelqu'un qui faisait remarquer, dans quel contexte, que quand on programmait en programmation Android, en fait, le garbage collector sur Android n'est pas du tout au niveau du garbage collector. Enfin, pas du tout l'efficacité du garbage collector. Ah oui, c'était Alexis Agaï. D'accord. Il n'a pas du tout l'efficacité du garbage collector sur de la JVM de Sun, par exemple. Donc la remarque est effectivement... On ne peut pas forcément utiliser le fonctionnel de la même manière. Oui. Alors, la remarque porte sur, effectivement, on suppose que le garbage collector est quelque chose d'efficace qui marche bien. Il y a au moins un cas que les gens connaissent, qui est Android, où vous n'avez pas les mêmes capacités pour cette partie-là. Et du coup, il y a énormément de choses que vous feriez sur votre ordinateur normal, parce que finalement c'est pas trop un problème, qui deviennent extrêmement problématiques dans un monde comme celui d'Android, où vous pouvez pas vraiment reposer là-dessus. Effectivement, moi je programme pas du tout sur Android, mais j'ai pas de mal parfois à écrire des choses d'une manière un peu plus impérative. Si ça ne, mon principe c'est du pifomètre bien sûr, mais je suis pas forcément systématique dans l'approche fonctionnelle. Mais en général, lorsque je suis dans les détails, vraiment dans des détails qui vont pas s'échapper d'une fonction, ça me pose pas de problème d'écrire une boucle, parce que je sais, j'ai des grosses structures de données et je sais ce que ça veut dire que d'utiliser les foldef dans ce cas-là. Donc justement, la partie très fonctionnelle, vous récupérez plein d'objets au milieu, et dit c'est vraiment dommage et c'est pas forcément la façon la plus agréable de l'écrire. Pour tout ce qui est au milieu, je suis même très fonctionnel. Et après, lorsque j'arrive tout en haut, lorsque je fais de l'AK, etc., là, je reviens dans un monde qui est assez... Donc, à chaque fois que je suis aux frontières, en réalité, j'ai remarqué, je suis dans un monde qui est pas très fonctionnel, mais ça gêne pas trop. Et c'est vraiment les abstractions qui sont au milieu qui sont les plus importantes, à mon avis, à décrire de manière fonctionnelle. C'est celles-là qui sont les plus difficiles à appréhender de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la programmation fonctionnelle, mais juste pour la notion fonctionnelle? Donc,